mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 52e épisode de Aki dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme accoutumé, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Et salut mon cher Jazz, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. D'abord les auditrices et après les auditeurs. On est galant dans ce podcast. Ouais, totalement. Respectons un petit peu, un minimum, les coutumes, les us et coutumes. Et ben écoute, ouais, ça va super, et toi, en forme ? Bah ouais, super, écoute, on va parler d'un chouette film, donc ça me fait plaisir. Ouais. Et en plus, à l'heure où on enregistre, ce soir à 21h, il y a un live. Et donc ça fait plaisir. Voilà. Ouais, mais sauf que alors c'est bien de le dire, ça te fait plaisir sur le moment, mais quand les gens vont écouter l'épisode, il sera passé peut-être quoi, un mois ? Eh ben oui, mais bon, ça permettra de redire qu'on a fait un live. Il faut aller voir le live. Et voilà, c'était génial le live. C'était génial. Voilà. Ah, le génial, la timeline qui fait bien plaisir, quoi. Alors, pour rappel, voilà, ce podcast toujours il est disponible important. où ? Il est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes podcastiques. Alors n'oubliez pas sur les plateformes podcastiques de mettre 5 étoiles afin que le podcast soit référencié. Et puis sur YouTube, mettez la cloche pour savoir où on en est de nos activités. Et puis continuez à nous mettre quelques commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on vous répond en plus généralement, même tout le temps. On essaye en tout cas. Oui. Avant de commencer cet épisode, comment on peut dire ? Malheureusement, je n'ai pas... La puissance d'un ? Non, oui, peut-être. Fort en puissance. Puissance, ouais. Alors là, c'est force unique. Oh, c'est pas mal, force unique. Ouais. Nous allons répéter le concept de High Kick. Hein. Donc, on a choisi un film d'art martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui, à elle seule, mérite qu'on s'intéresse au film. Alors, bien évidemment, au préalable... On vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, je suis hyper content puisque on va parler d'un acteur, mais vraiment, alors on en a déjà parlé, attention, mais je veux dire, là c'est un film solo. Ouais, et puis en fait, c'est compliqué de parler de cet acteur sans forcément tomber dans le nanar ou dans le truc très nationaliste, texan et tous ces côtés pas forcément tout le temps très reluisants. Et là, pour le coup, c'est des bonnes surprises en fait. C'est une très bonne surprise. C'est très bonne surprise. Nous allons parler de Chuck Norris. Yes. Dans, de toute façon, vous voyez le titre là, A Force of One de Paul Aaron. Et tout de suite, la bande-annonce. And American Cinema Releasing, a special movie presentation. A Force of One. What Happened forces Jennifer O'Neill into black belt action. With Chuck Norris, Bill Wallace, Clu Gallagher, Ron O'Neill, and one whole city's police force. One of them could stand 10 feet away and dust him off with a piece, right? Unless the killer hit before they saw him. I mean, an expert in martial arts, hand-to-hand combat. Somebody who could kill with their bare hands and not leave a mark. A Force of One. It starts with a routine search. It ends with a trail of bodies. We got smack. We got
Coke, we got uppers, we got downers, we got acid, we got pot, we got angel dust. We got it. I think some guy was falling. The junkies are having a field day, and the cops are out in force. But in this business, you need eyes in the back of your head. The bruise is so deep that there was internal hemorrhage. In other words, they strangled in their own blood. Lieutenant, there's an epidemic going on. Whoever did this is as good as dead. The whole essence of what we do is a philosophy of discipline. A force of one. A blue steel force that beats out the bad guys' guns and knives. A force of one. He's got to make his next shot his best shot because he doesn't get another chance. A force of one. He hears the silence. He sees the darkness. He's the only one who can stop the killing. Jennifer O'Neill, Chuck Norris, in A Force of One. Bon alors, A Force of One, alors qu'on contextualise un peu le choix de ce film, on avait le choix entre deux films. En fait, on a débattu avec Seb au sujet de deux films. Le premier film, c'est La Fureur de Juste. The Octagon. Octagon, avec Lee Van Cleef et Chuck Norris. Et le deuxième, c'était A Force of One, avec Bill Wallace et Chuck Norris. Toi, tu as vu les deux films. Moi, j'avais vu le premier film il y a très très longtemps. J'avais pas gardé un très mauvais souvenir. Mais c'est vrai que je m'étais dit, bon, c'est un peu... dans mes souvenirs, le rythme il y avait un problème de rythme. Et puis Force of One, je l'avais jamais vu. Donc j'ai commencé par Force of One. J'ai pas eu le temps de voir La Fureur du Juste. Et c'est vrai que j'ai été conquis par Force of One. Et je t'ai dit, putain, il faut qu'on en parle parce que, martialement parlant, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est vraiment un thriller. Et, après, c'est pas exempt de défaut, oui, mais ça, mais on en reparlera là-dessus. Moi, je serais un peu forcément peut-être pas aussi dithyrambique que toi. Toi, je t'ai senti vraiment hyper emballé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'a pas refait depuis. Tu sais, on avait mis en place un truc sur La Fureur du Dragon. On avait dit où est-ce qu'on peut retrouver le film dans les supports. Et je me suis rendu compte, et je crois qu'on l'a pas refait. Non, on l'a pas refait Steven Seagal, tout à fait. Donc, on peut le dire très rapidement ici, c'est un film que vous allez retrouver globalement assez facilement sur les plateformes. Sur les plateformes. Ouais, je crois que de mémoire, il y a un des deux films qui est dispo sur... Ah non, quoique, même pas, parce qu'en fait, je crois que je l'ai vu directement sur YouTube, le The Octagon, la première fois. Et sinon, donc moi j'ai un double DVD, un double programme, où dedans, il y a The Force of One et The Octagon. Et pourquoi ce double DVD et pourquoi c'est ensemble, tu vas en parler juste après, parce qu'ils font tous les deux partie d'une même maison de production. Oui. Et tu vas en parler tout à l'heure, justement, quand on parlera du film. Totalement. Mais il existe un DVD, en tout cas, avec de la VF, pas de la VO, celui que je possède, avec les deux films dedans. Et on va dire, grosso modo, ils appelaient ça making of, mais il y a making of documentaire à chaque fois, qui sont en fait on va dire un canal de promotion pour la maison de production qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Donc on voit plutôt des gens qui se souviennent de comment était cette époque à ce moment-là et comment ils ont fait le film. Et comment ils ont fait les films, quoi, surtout. Alors, c'est surtout en plus... Alors c'est plutôt sympa puisque tu as un documentaire qui parle vraiment du film avec les intervenants, les acteurs qui parlent et tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ils appellent ça le making of, et alors là je me suis dit c'est super, il va y avoir carrément le making of du film. Non, pas du tout en fait, sur les deux DVD vous allez retrouver le même making of, c'est l'histoire de la boîte de production American Cinema Production, qui est une boîte de production qui a commencé en 75 et qui s'est arrêtée dans les années 80.
Donc ça a été expéditif, mais il y a une raison à cela. Et, ils ont été, on parlera. Il y a eu du rachat derrière, mais il y a eu du rachat. En tout cas, il me semble que tu peux retrouver sur Amazon Prime peut-être La Fureur du Juste et alors peut-être pas Force of One, mais La Fureur du Juste, tu dois la retrouver sur Prime Video. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la MGM qui a récupéré les droits de American Cinema Production et maintenant c'est Amazon qui a récupéré les droits de MGM. C'est possible. Après, comme tu le sais, des fois, les catalogues américains sont pas forcément le copier-coller du catalogue français. C'est toujours les petites particularités des fois de la SVOD qui est un peu compliqué. Mais pour le coup, vous pouvez le retrouver en DVD dans un cache ou sur Vinted ou Rakuten. Vous pouvez retrouver facilement ce DVD, ce double DVD. Qui a une particularité, c'est que sur la tranche du DVD, vous avez une petite photo, et ce n'est pas du tout un film de Chuck Norris, c'est I Speak on a Grave, qui le film d'horreur. Voilà. Le Rap and Revenge qui est dessus. Et ce n'est pas le film de Chuck Norris. Ouais. Tu regarderas sur ton DVD, tu n'as pas du tout les deux films qui sont présentés. Voilà. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce film ? Oui, pas de problème. Alors, le seul truc que j'ai un petit peu de mal, c'est que j'ai eu un peu de mal à situer en fait géographiquement le film. Il me semble que ça se passe à San Diego, enfin en tout cas sur la côte ouest des États-Unis. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc cette situation prend place. Donc je crois que c'est San Diego. Donc c'est une ville qui est. Le constat est fait par la police locale que la ville est gangrénée en fait par la drogue et par les trafics de drogue. C'est ça. Et pour ça, la police décide de mettre en place en fait une espèce de task force, une force un peu spéciale qui va justement essayer de s'infiltrer au sein des quartiers pour découvrir qui est à la tête de cette organisation et de ce trafic de drogue. Sauf que il va y avoir un souci de taille. Les flics infiltrés dans cette enquête vont finir les uns après les autres tués et assassinés par la main, a priori, d'un pratiquant d'arts martiaux. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour essayer de découvrir qui est ce mystérieux combattant? On fait appel à Chuck Norris, champion du monde de karaté. Donc il a vraiment c'est Matt Logan dans le film. Il a vraiment ce statut-là. C'est un ancien champion de karaté, prof de karaté, à qui on fait appel à la fois pour former en fait les recrues, former l'équipe aux arts martiaux et surtout avoir son œil expert pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Yeah. Mais à la base, il n'est pas mêlé à l'affaire. Il est juste instructeur et puis il va petit à petit creuser. Oui. Il n'est pas du tout mêlé et en fait, c'est un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve mêlé un peu à tout ça, quoi. C'est ça. Petite particularité avec ce film, c'est que c'est réalisé par Paul Aaron et Paul Aaron, en fait, à la base. Et pas Aaron Paul, rien à voir. Pas Aaron Paul, rien à voir. C'est quoi la ref? Pardon, je suis désolé. Mais c'est un réalisateur de films de drame, de films romantiques, et en fait, il n'est pas du tout spécialiste de films d'arts martiaux. Il le dit lui-même, Il le dit dans le documentaire, il le dit. À la base, c'est Ted Post qui devait réaliser le film. Ted Post, c'est Magnum Force et Le Commando des Tigres Noirs avec Chuck Norris, qui a eu un sacré succès. Je raconterai une petite anecdote par rapport à ce film-là, parce que c'est lié, puisque c'est la première production en fait de American Cinema Production. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Ted Post, il aime le scénario, mais il y a des retards de production, et lui, il en a marre, il part sur d'autres projets. Donc, il s'appelle Paul Aaron parce qu'il avait eu un succès juste avant chez American Cinema Production qui s'appelle Different Story, et on lui confie ce projet-là. Le mec, il dit, mais pourquoi on me demande à moi? Bon. Et finalement, en fait, il va banaliser un peu ce film-là, il va essayer de le rendre un peu original, déjà en disant
Chuck Norris, il a pas forcément de love interest. En tout cas, il y aura pas de scène ils vont dégager voilà. ils vont dégager la relation amoureuse potentielle. C'est ça, potentiel. Ça se voit d'ailleurs dans le film, puisqu'on sent qu'il y a des trucs, qu'il y a des restes en tout cas dans l'écriture de quelque chose de potentiel entre les deux personnages. Et c'est complètement évacué parce qu'il veut se concentrer sur le thriller, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et puis même pour le coup, ils vont choisir une grande actrice, Jennifer O'Neill, qui a notamment joué dans Scanner, et qui revenait d'un film un peu plus sombre. Elle avait les cheveux courts et on lui a dit c'est parfait. Ne laisse pas pousser tes cheveux, tu joues une femme flic vraiment sèche, droite dans tes bottes, donc reste comme ça. Mais par contre, j'aime bien la complicité entre les deux. Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, tu vois, il n'y a pas de... Alors même si par moment il peut y avoir des complicités, un peu de dragouille dans le film, mais c'est pas exagéré. Voilà, c'est des petits clins d'œil, c'est des petites phrases, j'aime beaucoup. Ce qui se passe, c'est que pour expliquer un peu l'histoire de Force of One, on va devoir parler des Commandos du Tigre Noir, enfin du Commando des Tigres Noirs avec Chuck Norris, qui est le deuxième film de Chuck Norris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le premier film distribué, mais aussi produit par American Cinema Production. Le film a apporté 18 millions de dollars, donc ça a été un immense succès. Mais attention, il y a eu 1 an de tournée de promotion. Ouais. Et Chuck Norris en a eu assez de la promotion du film, puisqu'il a donné à peu près 2000 interviews. Et en fait, il allait de ville en ville, essayer de vendre le film dans les cinémas. Parce que pour te dire juste quelque chose sur un American Cinema Production, c'est qu'ils ont un peu modifié le circuit de distribution des films, c'est-à-dire que le principe était de louer une salle dans un cinéma à durée déterminée et de passer le film et de récolter le maximum de recettes, ce qui est plutôt malin. Oui. Mais ce qui a engagé une tournée promotionnelle assez dingue. Et donc, en fait, étant donné que Commando des Tigres Noirs a énormément cartonné, ils se sont dit, on va faire ça pour tous les films. Et donc, pour le coup, ils ont fait Force of One, qui est comment dire, qui vient d'un scénario du créateur de Shaft. Que j'ai pas ah oui, si, c'est Ernest Tidyman, voilà. C'est vrai que quand tu regardes le film, il y a un côté. Oui, mais de toute façon, il y a un côté. Hein. Ouais, et puis il y a un côté Inspecteur Harry un peu. Oui, en fait, c'est un mélange de deux. C'est un peu comme quand l'inspecteur Harry rencontre la Blaxploitation, en fait, quoi. Oui, c'est ça, totalement. Pour le côté un peu ambiance, même pour le côté musical, en fait. Oui, si vous prenez bien l'oreille, il y a des fausses airs de Lalo Schifrin un peu dans la façon c'est vrai. Enfin, quand je dis Lalo Schifrin, c'est toute cette musique qu'on entendait aussi avec la Blaxploitation. Enfin, ça marche très bien au niveau ambiance. Ouais, complètement. Et le film va cartonner, puisqu'il va être produit en... Alors, le budget, en fait, ils n'ont pas de... Quand on va chercher sur Internet, on n'a pas vraiment le véritable budget. Alors, c'est entre 2,5 millions et 4 millions. Mais il va rapporter 23 millions de dollars aux USA, qui est un gros succès pour Chuck Norris. Et surtout pour un petit studio comme un petit studio. Ouais. Et le truc, c'est que le problème, c'est que le studio va être gourmand. Un peu trop. Et ils se sont dit, nos films cartonnent, donc on va investir un peu plus. Et donc il y a des plus gros budgets, sauf que les films se cassent la gueule. Et il y a l'ambiance qui était un peu plus familiale dans ce genre de studio va devenir désagréable. Ils vont avoir des soucis avec les réalisateurs, les scénaristes. Ils vont avoir un souci avec Leonard Cohen d'ailleurs. Pour un des derniers films, Leonard Cohen, je crois qu'il va se faire virer d'ailleurs. Et ils vont déposer le bilan et vont avoir un endettement à 57 millions. C'est triste, hein. C'est dommage. Ouais. Bref, c'est comme ça. Et donc en fait, c'est la MGM qui va récupérer les droits de ces films-là. Pour les distribuer dans son catalogue. Alors ce qui est plutôt drôle, c'est qu'ils l'ont racheté, mais en fin 2010, les droits, et MGM va se cracher la gueule juste après. Donc c'est ça qui est plutôt amusant.
côté, je voulais juste parler un peu niveau casting. Parce que, oui, c'est alors, important après, du si casting, tu voulais dire, justement. voilà. Non, justement, je voulais qu'on aille sur le casting. Ouais. Et ben, le casting, il est assez dingue, puisque on a des gueules des années 70, notamment Ron O'Neal. Ron O'Neal, en fait, c'était le héros de Superfly, un film de Black Exploitation. Et après, il a joué dans L'Aube Rouge, il a joué dans Puppet Master 5. Et du coup, là, dans ce film-là, tu la places celle-là. Il joue. Ah bah ouais, mais il fallait bien. Et du coup, en fait, c'est. De toute façon, vous allez le reconnaître quand vous voyez cet acteur-là, vous vous dites ah, il est louche. Il est louche. Généralement, il joue les méchants. À part dans Superfly, mais c'est vrai que je me suis fait avoir. Dans les films, c'est pas. Ouais. Ah oui, tu t'es fait avoir. Ok, d'accord. Ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit ah, ça pue. Mais bon, après. Il est pas là pour rien, mais après, j'ai pas ton background, malheureusement. Ouais. Mais pour le coup, après, il y a d'autres castings. Il y a Bill Wallace, qui aka Superfoot. Donc c'est son premier film, lui, en tant que méchant, mais premier film tout court. On va le retrouver un peu plus tard dans Le Retour des Chinois avec Jackie Chan. Et après, j'ai pas trop de films avec lui en tête. Le seul truc que j'ai avec lui, c'est un épisode de Walker Texas Ranger. Je t'en ai parlé dans. Ah, tu voulais me dire un truc? Non. Vas-y. Tu veux dire quoi? Ah non, d'accord. Je croyais que tu voulais me dire quelque chose. Non, je crois qu'il y a un décalage. Et en fait, c'est encore. Ouais, mais c'est pas grave. Donc en fait, Bill Wallace, aka Superfoot, a joué dans un épisode de Walker Texas Ranger, et dans Walker Texas Ranger, il joue un pote de Walker. Il y a Denzel Washington, il y a Jody Weiss dedans, et les mecs se battent, font une démonstration face à des jeunes champions d'arts martiaux, et la scène est plutôt cool. Eh ben écoute, faudra que je le regarde. Après, c'est vrai que Bill Wallace, pour le coup, c'est pas forcément un acteur, c'est surtout un champion de karaté. Non, oui. Un gros palmarès de karaté. Et mais pour le coup, je trouve qu'il fait le taf dans le film. Ouais, très, ouais, il fait vraiment le taf. Et puis on a un autre acteur qu'on va retrouver dans une franchise un peu plus tard. C'est Clu Coulager qui joue le commissaire de police, enfin le capitaine de police, et on le retrouve dans Freddy 2, La Revanche. Il joue le père de Jesse. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oh, punaise, il joue dedans. Et d'ailleurs, dans le making-of, vous allez voir, bon, il est décédé. Ouais, mais dans le making-of, bon, il est décédé, je crois qu'il est décédé en 2021 ou 2022, mais ce qui est plutôt drôle, c'est que dans le making-of, il arrive avec son chapeau de cow-boy, et il est en mode bon, j'en ai un peu rien à foutre du film, mais je vais quand même parler. Donc voilà, concernant le film à mentionner pour le casting, ce qui est important, c'est que du coup on a il fait déjà bosser la famille, Chuck Norris, puisqu'il y a son frère Aaron Norris dans le film. Oui, c'est vrai. Aaron c'est Norris, la personne avec qui il s'entraîne, c'est la personne qui le coach sur les combats, et on a un petit caméo. Si tu fais gaffe, dans le film, il y a un livreur de pizza en skate, et c'est le fils de Chuck Norris. Ah d'accord, c'est Eric Norris, d'accord. Oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est Eric, parce que ouais. Ok. Purée, j'ai pas fait attention. Ah si, parce qu'il y en a un qui se bat super bien, et il a pas fait de film d'arts martiaux juste après. C'est dans le film Le fils de Chuck Norris. Tu sais, dans le film Chuck Norris, il a un fils d'adoption. Oui, oui, plutôt bien. Très bien. Pardon, oui, tout à fait, oui, complètement. Et il a pas continué en fait de. Il a choisi une carrière de réalisateur plutôt. Juste après. C'est ça. Mais pourtant, quand je l'ai vu se battre, je me suis dit, franchement pas mal. Même le combat contre Bill Wallace, je trouve qu'il est plutôt pas mal, même si on a quand même Bill Wallace qui est une masse assez ouf, et d'ailleurs j'étais un peu impressionné parce que je m'attendais pas en fait qu'il soit aussi imposant.
Il est ultra baraqué. Il est ultra baraqué. Est-ce que tu veux nous parler de l'art martial pratiqué par Chuck Norris? Oui, alors on va faire fi de... On n'est pas un podcast politique, hein. On va faire fi aussi des convictions politiques et des takes qu'a pu avoir Chuck Norris au niveau politique. On sait qu'il est de droite, on sait que c'est un sympathisant de Trump. Voilà, on va passer là-dessus. Clairement, après, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est un mec qui a aussi attiré toute ce qu'on appelle les Chuck Facts. Où forcément voilà, on a toujours des trucs assez ouf sur Chuck Norris. Chuck Norris, en fait, mine de rien, même si on n'arrête pas de dire qu'il a pas un art martial très très gracieux, bah c'est quelqu'un qui parle en fait par son palmarès, puisqu'il a remporté de nombreux titres en karaté dans sa catégorie de poids. C'est quelqu'un qui a surtout sévi fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70. Et c'est quelqu'un qui est reconnu, même si aujourd'hui on parle de karaté pour Chuck Norris. On va le redire, on l'a déjà dit dans une précédente émission, quand on a parlé notamment de Cynthia Rothrock. C'est quelqu'un qui est un pratiquant à la base de Tang Soo Do, donc qui est en fait le karaté coréen. Il a aussi pratiqué un peu de taekwondo et on le connaît aussi beaucoup parce que il est ceinture noire dans ces disciplines-là, mais il est aussi ceinture noire en judo et en jujitsu, et ça se voit parce que c'est vrai que quand on regarde un peu l'art martial de Chuck Norris à l'écran, c'est un mix en fait entre du karaté, on va dire, parce que moi je vois pas trop forcément le taekwondo dans la façon de combattre, parce qu'on peut pas dire que les jambes n'étant pas son point fort, c'est pas la première chose qu'on voit. Mais par contre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des clés. Je me souvenais plus en fait qu'il faisait autant de clés, autant de prises, de soumissions, etc. Et c'est vrai qu'en fait c'est plutôt agréable parce qu'il est assez complet. Et dans ce film-là, il est en forme, il est encore assez jeune, il est assez peu doublé, peut-être sur certaines chutes, mais il fait la plupart de ses combats. Ouais. Et pour le coup, on va en reparler tout à l'heure, j'étais plutôt agréablement surpris. Mais à la base, Chuck Norris, c'est un gars qui fait ses cascades. Au tout début de sa carrière, c'est un mec qui fait ses cascades, et puis il s'est arrêté, il a arrêté d'en faire, et puis après, on voit qu'à Texas Ranger, la vieillesse, mais du fait que ça soit la star de la série, c'est compliqué. Il a coûté cher un peu, en assurance. De se battre, voilà, c'est ça, ouais, totalement, et puis s'il se blesse, il n'y a plus de Walker, donc c'est un peu compliqué. C'est un film, alors on va donner notre avis puisque j'ai parlé de cast et tout ça, mais écoute, moi j'ai beaucoup aimé le film. En fait, c'est pas que j'ai beaucoup aimé le film parce que il est pas comment dire, il y a plein de défauts dans ce film-là, mais j'ai trouvé, je sais pas, peut-être que j'étais bien luné. Mais c'était la bouffée d'air frais. Non, mais c'est vrai, j'étais peut-être bien luné pour le voir, mais j'ai trouvé, comment dire, c'est la bouffée d'air frais. Peut-être parce que j'avais vu pas mal de daubes juste avant, et là, je me suis dit, ah, purée, mais ça se bat bien, c'est assez fluide. L'AVF est de qualité. C'est vrai qu'on a Francis Lax. La voix de Magnum, Chuck Norris, donc la voix de Magnum. Je sais pas, il y avait, je me suis attaché au personnage. Je sais pas, les combats étaient plutôt cool, et puis de voir Chuck Norris se battre, mais sans cut, tu vois, il y avait une fluidité aussi dans la caméra, dans la pellicule, que du coup, je me suis dit mais ça fait plaisir. Alors bien évidemment, il a plein de défauts, parfois le rythme qui est pas ouf, ok. Mais j'ai trouvé que c'était un bon Chuck Norris, voilà. Okay. Et c'est assez rare pour le dire, quoi. Ouais, non, mais en fait, j'ai envie de te rejoindre parce qu'en fait, il faut aussi remettre un peu ce film dans le contexte. Hein. On est fin des années 70, début des années 80. Sur le territoire occidental, si on fait fi de toutes les productions HK qui ont pu sortir à cette période-là,
il y a pas grand chose en film d'arts martiaux. Les Américains, ils ont eu un peu Bruce Lee. Et puis derrière, après, il y a eu quelques productions avec notamment la Blaxploitation, etc. Mais là, on a un Chuck Norris qui arrive, qui fait une proposition de film d'action mêlant thriller, arts martiaux et compagnie. Donc, il faut déjà saluer ça. Parce que clairement, c'est plutôt intéressant. Il y a il s'occupe, alors je l'ai pas dit, mais dans ce film-là, il s'occupe avec son frère de toute la partie chorégraphie des combats. Et il faut le dire, c'est propre. Je suis persuadé d'ailleurs que Paul Aaron, ne connaissant rien aux arts martiaux, a dû s'occuper en fait de toute la partie classique. Et je pense, même s'ils ne le disent pas, Aaron Norris, tu veux dire? Aaron Norris. Non. Je dis bien Aaron que Paul. Ah oui, mais Paul Aaron, pardon, excuse-moi. Oui, pardon. C'est pas grave. Excuse-moi. Paul Aaron, qui donc s'occupe de toute la partie réalisation classique, et je suis persuadé qu'il a laissé la main à Aaron Norris sur la partie des combats, et qui, pour le coup, je trouve, est plutôt bien filmé. Il y a un bon cadrage, on voit bien les coups. Puis au niveau chorégraphie, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt malin, et ils ont voulu essayer de rendre le truc assez réaliste, tu vois, dans le fonctionnement. Parce que les combats s'éternisent pas en longueur, et c'est un film que j'ai trouvé vraiment agréable. Après, il souffre du même problème qu'a son copain The Octagon, qui sort 1 an plus tard, mais moi que j'ai vu avant, parce que j'étais attiré par l'affiche de The Octagon, même si on le voit pas, mais sachant qu'il y a derrière le spectre Richard Norton impliqué sur le film, qui est en fait la personne sous le ninja, et en fait quand on connaît Richard Norton, on le reconnaît. Ce sont 2 films, je trouve, qui se ressemblent en fait dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on part du principe d'un personnage expérimenté, champion de karaté, parce que dans les Octagon, il est aussi champion de karaté, et il se retrouve impliqué en fait dans une affaire qui à la base n'était pas prévue. Bon, sauf que dans The Octagon, ils ont un peu complexifié en disant que en fait, il est impliqué dans l'affaire, mais c'est en fait son passé qui le rattrape au passage. Enfin, ouais, ils ont rendu le truc un peu compliqué, trop compliqué pour ce qui n'est. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 2 films, et Force of One ou Force of One, vous l'appelez comme vous voulez, souffrent du même problème. Il y a un problème de rythme. Voilà, moi je trouve que c'est des films qui ont un rythme un peu lent, et qui fait que des fois, c'est pas que tu sors du film, mais ça casse un petit peu la dynamique. Mais heureusement, il y a des bons personnages. Je trouve que la VF, elle est cool, parce que c'est vrai qu'en VO, c'est un peu chiant, on va se le dire. La VF, je trouve, a tendance un peu à sublimer un petit peu le film. Parce que, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des comédiens de doublage qui sont vraiment au top sur ce film. Et ça fait un ensemble plutôt digeste et vraiment cool à regarder. Et c'est un bon Chuck Norris. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un débat sur The Octagon. Il a sa fiche Nanarland. Je suis assez étonné, parce que moi, quand je l'ai regardé, j'ai pas eu la sensation de voir un Nanarland. Au contraire, je me disais, il y a des ninjas, ça peut être casse-gueule, et au final, je trouve qu'il tombe pas dans cet écueil-là. Et des films nanar avec Chuck Norris, on en a vu quelques-uns quand même. Là, Force of One, pour le coup, c'est un film très sérieux, qui se prend pas trop au sérieux non plus, mais qui fait que le tout est bien équilibré. On n'est pas sur un nanar, puisque ça fonctionne bien. Les personnages jouent bien. Bill Wallace est bon dedans. Et puis au final, on crame un peu assez rapidement en fait le twist. C'est un film à twist, parce qu'ils nous tiennent secret longtemps. Le grand méchant de l'histoire qui est sous le masque. Bon, on va vite le découvrir de qui c'est, mais quand vous regardez le casting, que vous avez un peu notre passif et votre passif en film d'arts martiaux, si vous êtes là, si vous êtes à la 52e émission, c'est que vous regardez les films d'arts martiaux comme nous. Donc là, vous cramez assez vite le twist. Vous vous doutez bien que le grand méchant, bon, il est pas loin dans l'entourage de Chuck Norris. Donc voilà, mais c'est un film qui est cool. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais franchement, c'est un film très plaisant, et qui, encore une fois, moi, j'ai été agréablement surpris, vraiment. Et je peux vous dire que actuellement, vous le savez peut-être pas parce que je communique pas beaucoup là-dessus, je suis dans un cycle où j'essaie de me voir plein de Chuck Norris. J'en ai vu plein. J'ai enfin vu Invasion USA. Je me suis fait tous les Special Force là. Delta Force. Delta Force 1, gros nanar quand même. Invasion USA aussi, mais j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai regardé Le Temple du Soleil. Enfin, j'en ai vu plein des Chuck Norris là récemment là. Je m'en suis fait une palanquée. Et vraiment, celui-là, il sort un peu du lot, et j'ai passé vraiment un bon moment. Je vais pas dire un très bon moment, j'ai passé un bon moment. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie des premiers Chuck Norris qui sont vraiment cool, comme Œil pour Œil aussi. J'aime bien Œil pour Œil. Avec Tanaka. Dent pour Dent. Ouais, Dent pour Dent aussi.
Alors attends, œil pour œil, c'est Lone Wolf McQuaid avec David Carradine, et dent pour dent, c'est ça. C'est An Eyes for an Eyes en anglais. Exact. Qui est voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais parce qu'en France, en France, ils sont plantés dans les titres. Oui, ça fout le bazar. Surtout que les films sont pas si éloignés que ça, parce qu'il a beaucoup tourné. Je crois qu'il y a 2 ans d'écart entre Dent pour Dent et Œil pour Œil. Et mais c'est vrai, ils sont un peu lourdés, mais c'est bon. C'est surtout que les films n'ont rien à voir ensemble. Faut le dire. C'est pas du tout le même personnage. Non, du tout. Non, parce qu'en fait, Lone Wolf McQuaid, c'est le personnage qu'il reprendra dans Expendables 2. Oui. Donc, voilà. Bon. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur non, ça va faire un épisode One. court, mais ça fait du bien, parce que finalement, comment dire, on a un rythme en ce moment de sortie quand même assez important. Donc c'est bien aussi de faire des épisodes plus courts, plus légers, où il y a moins de choses à dire, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. Mais oui, on peut passer sur la scène qu'on a choisie. Ya Voilà, je l'ai là. Voilà, on voit mon point. Bon, voilà. Fist. Pas terrible. Yes, yeah. Bon, la scène finale, hein. Ouais. Scène finale entre Chuck Norris et Bill Wallace, qui commence en fait sur le ring, puisque en fait Bill Wallace est l'outsider et Chuck Norris détient en fait la ceinture de champion, et donc ils vont s'affronter sur le ring. Alors. Désolé, on va un peu spoiler parce qu'en fait, il faut spoiler, il n'y a pas le choix, il faut passer le truc dans le contexte. On va vous mettre un peu dans le contexte. Chuck Norris vient de perdre son fils adoptif. Et après une enquête très poussée de sa part, il découvre qu'en fait... Alors, il le découvre pas tout de suite. Mais il le découvre sur le ring que Bill Wallace... et le karatéka le méchant karatéka, grâce à son regard. Ouais. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que ils s'affrontent sur le ring. Chuck Norris se fait défoncer au départ. Bill Wallace a le monopole du combat. Puis en fait, petit à petit, quand il va découvrir que Bill Wallace est le méchant karatéka, là il va se réveiller et il va commencer à donner quelques coups, à le faire tomber. Et ce qui va se passer, c'est que la police va arriver dans le stadium, et Bill Wallace va se barrer. Et ce qu'on peut dire déjà sur cette première partie de combat, je te coupe, c'est que juste préciser, c'est que je pense que l'intention, c'était d'essayer de rendre le combat assez réaliste, et je trouve que c'est plutôt réussi parce que le combat fonctionne bien. On voit bien qu'il se porte pas les coups, attention, ça reste du cinéma, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est vrai que le combat fonctionne bien, et c'est le combat qu'on attend. Enfin, je veux dire, quand on connaît le background de Bill Wallace, qu'on connaît Chuck Norris, c'est le combat qu'on attend vraiment, quoi. Même si je pense que je sais pas si Bill Wallace est pas plus lourd finalement que Chuck Norris en termes de poids. Ah oui, il est. Mais attends, mais t'as vu un peu cette masse quand il est avec sa petite salopette bleue? Ah oui. T'as vu cette masse de ouf? Moi j'étais étonné, quoi. Pour moi, Bill Wallace, il est tout fin. Oh, putain, quand je le vois, c'est le mec. Tu as l'image de lui vieux, en fait, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais il doit faire un 90, tu vois, un 85, un 90. Et là, c'est une masse. C'est vraiment par rapport à Chuck Norris qui est assez sec. C'est vrai que ce qu'il faut préciser d'ailleurs sur Bill Wallace, qui est important qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est en fait un artiste martial qui est, on l'appelait Superfoot, parce que ce mec-là en fait faisait ce qu'il veut avec ses jambes, quoi. Alors là il monte pas, je trouve, c'est la seule petite déception, il fait tout le temps les mêmes coups, les mêmes feintes. Il manque pas vraiment l'étendue de son talent au niveau de ses jambes, mais voilà, regardez juste sur YouTube ce que ce mec est capable de faire et ce qu'il faisait en compétition avec ses jambes, c'est juste insane. Et donc, là par contre, on va dire que c'est quand même assez drôle. C'est-à-dire qu'en fait, Bill Wallace va prendre la voiture d'un des gangsters, et dans cette dans cette voiture, il y a de l'argent, c'est ça, il me semble. Il y a $1 million.
Et il y a de la drogue, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il va se barrer. Chuck Norris avec la femme policière, hop, ils vont prendre l'autre voiture. Et la course-poursuite qui va se terminer dans une vallée. Mais alors là, ce qui est très drôle. Et moi, là, c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vrai qu'ils sont très cons, les mecs, quoi. Ils prennent une route. Chuck Norris, le truc, c'est que il a la roue qui est embourbée et le méchant part. Chuck Norris dit, je vais essayer de désembourber la voiture parce que de toutes les manières, il est obligé de repasser devant nous. Et là, je me suis dit, bah, il est très con, en fait, il tourne en rond, ce Bill Wallace. Oui. Mais dans l'action, tu sais, bon, il est un peu pressé. Non, mais le mec s'est gouré de route, il fait oh putain, faut que je fasse demi-tour, merde. Dans la précipitation. Et donc du coup, ouais. Et donc en fait, Chuck Norris, donc il se croise à nouveau, bah c'est normal puisque il fait demi-tour, donc il se croise à nouveau. Et donc là, Bill Wallace va planter sa voiture sur une colline. Il va sortir de la voiture avec la grosse caisse de drogue ou d'argent, tu vois. Il va se barrer avec, tu vois. Ça fait un peu bénil, tu vois, le mec qui se barre avec sa comment dire... la cargaison est précieuse. Et là, oui, totalement. Et t'as Chuck Norris qui va l'en empêcher. Et là, il va y avoir un second combat. Pour la petite histoire de ce second combat... Vas-y, je la connais l'anecdote, mais ils vas-y. sont torse nus, les mecs. Ouais, ils sont torse nus, les mecs. Sauf qu'en fait, ça a été tourné en plein mois de janvier, la nuit, et il faisait extrêmement froid. Et donc, en fait, il tournait 2 minutes, il s'arrêtait, il mettait des gros blousons, il retournait 2 minutes, il s'arrêtait, et il paraît que c'était abominable. Abominable. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que bah, voilà, on va avoir un combat torse nu dans la nuit, où les deux vont s'en mettre plein la gueule, et je trouve que le combat marche super bien, ce combat. Bien réalisé. Ah oui, il est cool. Il marche super bien. Il est cool. Et puis même, il y a certains plans où t'as Chuck Norris qui touche Bill Wallace. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais vraiment, il le touche. Oui. Alors, c'est du cinéma, mais il le touche, quoi. Et je me dis, ah ouais, pas mal. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais dans la réalisation, j'ai l'impression que ça fait un peu un effet, tu sais, bah, ça fait un peu comme la scène au ralenti dans La Fureur du Dragon, tu sais, où tout est ralenti. C'est une scène où il y a quand même beaucoup de mouvements au ralenti pour essayer de rendre le truc un peu impactant et compagnie. Mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Le combat est cool et il est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre entre ces deux pratiques, en tout cas. Totalement. Et donc, en fait, ça va se terminer où Chuck Norris va prendre le dessus. Il va mettre KO, Bill Wallace. Il va vouloir le tuer et t'as la flic qui dit « Non, ne le tue pas !» Donc Chuck Norris la regarde et puis il se dit « Ouais, non, en fait, je vais pas le tuer, je suis un gentil quand même. » Et le truc qui se passe, c'est qu'en fait, il va se rapprocher d'elle et lui, il va se réveiller. Il ne faut jamais tourner le dos à un adversaire. Et il va y avoir un autre combat. Voilà, un mini combat où Chuck Norris va quand même démonter Bill Wallace et il va faire un coup un peu signature pour Chuck Norris, c'est-à-dire que il va prendre son adversaire et il va lui tordre le cou. Ah, tu vois, il va lui casser la nuque. Et ça, il refait cette scène-là dans L'Homme du Président. Ouh, que j'ai pas encore vu. C'est dans ma pile. Voilà. C'est dans ma pile à voir. Et Et en plus, il y a une anecdote avec L'Homme de Président, parce que le méchant de L'Homme de Président est le méchant de Portée disparue. Alors, je crois que c'est Portée disparue 2. Donc voilà, il y a un clin d'œil, en fait. Et donc, en fait, il fait le même coup. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ah putain, c'est énorme. Donc voilà, et puis bon, bah, ça se termine où Chuck Norris se rapproche de la policière, mais il n'y a pas d'embrassade, rien du tout. On sent qu'il va y avoir quelque chose, mais ça s'arrête, il y a fin, et voilà. Alors je me suis fait avoir avec le générique, moi, parce que cool. le générique, en fait, ils sont tous les deux, en fait, ils bougent pas, et je me dis, bon, bah, c'est un écran fixe. Et en fait, pas du tout. Tu les vois bouger à un moment donné. Je me dis, bah mince, en fait, le film continue à bouger. Ouais. Et c'était pas un écran fixe. Donc, le générique de Force of Fun. C'est comme dans. Voilà. Comme y a-t-il un flic pour sauver le président? Tu vois, c'est terminé, non?
Donc voilà, mais en tout cas c'est un super film. Enfin moi j'ai bien aimé. On vous le recommande. Bon moment devant, c'est en plus on vous le recommande. À la fois c'est un film policier, c'est un thriller et puis c'est un film d'action. Donc voilà, c'est vraiment c'est un bon Chuck Norris. Des bons Chuck Norris. Ça fait plaisir voilà. Ça fait partie des bons Chuck Norris avant que Chuck Norris ne devienne un mème. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter, mon cher Seb? Mais pas du tout. Non, c'est impeccable. Tout est clair pour moi. Je pense qu'on a fait un petit épisode court à la cool. Donc on peut dire au revoir à nos auditeurs et puis se dire à la semaine prochaine. Voilà. Eh ben oui, carrément, à la semaine prochaine. Allez, ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.